Les meilleurs conseils sur l'argent viennent de ceux qui sont plus avancés que soi. Bienvenue dans Richissime, je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités à propos d'argent qui vont booster votre intelligence financière. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour suivre mes aventures, accéder à plus de contenu smart sur l'argent et pour connaître mes offres de formation et de coaching. Puisque c'est la rentrée, j'ai choisi un thème d'actualité, la valeur des diplômes. Le sujet n'est pas simple, mais ça tombe bien puisque j'aime bien la pensée complexe. À l'origine, j'ai choisi ce thème pour une chronique de rentrée que j'ai faite sur BFM Business, et puis j'ai décidé d'élaborer encore ma pensée pour en faire un épisode que voici. Ma réflexion sur le sujet est la suivante. Dans un monde où la formation initiale a de moins en moins de valeur par rapport à la formation continue et bien entendu aussi par rapport à l'expérience terrain, dans un monde où les profils autodidactes sont de plus en plus valorisés sur le marché du travail et dans un monde où les universités et grandes écoles peinent à combler leur retard sur les enseignements de pointe, l'IA, la robotique et toutes les applications qui en dérivent pour ne citer que ces deux domaines-là, à quoi cela sert-il encore d'avoir un diplôme universitaire ou de grandes écoles à Bac+5 ? Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que je suis moi-même un pur produit de l'école française et de ces fameuses grandes écoles. J'ai été première de classe de la maternelle au bac et j'ai ensuite fait 5 ans d'études à Sciences Po Paris. Est-ce que je suis la meilleure pour juger de ce que m'ont apporté mes études supérieures ? Je reviendrai légèrement sur ce point à la fin de l'épisode. Deuxième chose, j'exclus de ma réflexion les métiers qui ne sont accessibles que sur diplôme spécifique et je vais citer ici la médecine pour ne citer que cet exemple. Dans cet épisode, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes et à leurs familles ou aux parents qui ont des jeunes enfants et qui se posent déjà des questions sur leur avenir. Encore aujourd'hui, le diplôme est perçu comme une forme de garantie. Une garantie de 3 ordres. Une garantie d'abord de choix. Le choix de pouvoir accéder à tout un tas de métiers qui sont dits qualifiés, et je mets des guillemets. Ensuite, la garantie financière. Les diplômes revêtent encore aujourd'hui un caractère de protection contre le non-emploi, contre la précarité, et plus généralement, le diplôme permet d'accéder à des métiers qui sont souvent plus qualifiés, je remets des guillemets, et souvent, par contre, bien mieux rémunérés. Et enfin, une garantie sociale. Les diplômes permettent d'accéder plus vite à un certain statut social, statut professionnel, certes, mais pas que. Cela sert aussi, par exemple, pour le mariage. Le diplôme est un facteur clé de reconnaissance sociale et de préservation de l'entre-soi. En gros, les diplômés datent des diplômés. Donc ça, c'est ce qu'on s'imagine, c'est ce qui est encore largement véhiculé dans la société comme image autour des diplômes. Revenons sur ces 3 points. La garantie d'avoir plus d'options de carrière, la garantie de sécurité financière et la garantie sociale. Premièrement, la garantie de choix. J'aurais tendance à valider le fait que les diplômes offrent effectivement davantage de choix de carrière. Notamment les diplômes d'ingénieurs parce qu'ils forment à des métiers qui sont très spécialisés et à plus haute dimension technique et donc on deviendra peut-être plus rapidement ou facilement ingénieur, pour ne prendre que cet exemple dans le nucléaire, avec un diplôme que si on n'en a pas. Il y a aussi certaines entreprises qui, sans recruter que des ingénieurs, mais qui recrutent à un certain niveau de diplôme. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors, peut-être que les choses ont évolué, ça fait très longtemps que je n'ai pas postulé dans une entreprise. En fait, les choses évoluent en permanence. À quelle vitesse, je ne le sais pas. Mais par exemple, peut-être c'est encore le cas, mais les banques recrutent à minimum Bac+2. Je cite les banques, mais évidemment, il y a énormément d'entreprises qui ont des critères de minimum de diplôme pour recruter à tous les niveaux de l'entreprise. Et par exemple, pour les banques, même pour l'accueil en agence, effectivement, ce sont des diplômés Bac+2. Il faut être diplômé Bac+2 pour atteindre ce niveau-là, sans nécessairement d'équivalence expérience. J'en ai fait l'expérience à titre personnel avec un ami qui avait tenté de postuler pour un poste ayant 6 ou 7 ans d'expérience par ailleurs et son niveau de diplôme qui n'était pas à Bac+2 l'a toujours empêché d'accéder au deuxième entretien de recrutement.
Et pourtant, les banques, en plus, sont probablement les entreprises qui ont parmi les plus lourds programmes de formation en interne, parce qu'il y a des obligations réglementaires déjà, premièrement, mais aussi parce qu'il y a énormément de choses à savoir pour être capable de fournir un bon conseil aux gens qui passent la porte de la banque. Justement, la formation en interne. Avec les tensions qui sont de plus en plus fortes sur le marché du travail, de plus en plus d'employeurs, gros comme les petits, prennent sur eux de former leurs recrues, y compris sur des métiers d'ailleurs qui sont techniques dans l'industrie ou le BTP par exemple. Et donc ils sont obligés pour attirer un pool de candidats plus large que ceux simplement qui sortent des écoles, parce qu'il manque de main-d'œuvre tout simplement. Donc comme il n'y a pas assez de personnes qualifiées qui sortent des écoles, ils sont aussi obligés d'élargir et donc de recruter d'autres types de profils et donc de les former ou de compenser la partie de formation que ces personnes-là n'ont pas eu à l'école. Pour bien connaître le domaine du BTP, depuis plusieurs années déjà maintenant, je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne peine pas à recruter des collaborateurs fiables et qualifiés. Alors, ils font comme tout le monde, ils décident de les former en interne parce qu'ils n'ont pas le choix. Et souvent, les employeurs préfèrent des collaborateurs motivés et sérieux, quitte à ce qu'ils ne connaissent pas le métier et qu'il faille les former, plutôt que des collaborateurs formés en école, mais inadaptés par exemple au code de l'entreprise ou pas suffisamment fiables et sérieux. En définitive, donc avec des employeurs, avec un contexte économique où les employeurs peinent à recruter faute de candidats dans plein de domaines ou faute de bons candidats, la responsabilité de la formation se déporte de plus en plus vers l'employeur lui-même et moins vers le cursus scolaire et les diplômes. Quant aux métiers qui ne sont pas en tension, parce que tous les métiers ne sont pas en tension, c'est l'inverse. On demande aux candidats de se démarquer parce que un employeur va recevoir énormément de candidatures pour un seul poste. Et donc souvent, le diplôme non plus ne suffit pas. Il faut que le candidat puisse démontrer qu'il a une expérience réussie dans le domaine, donc qu'il se soit notamment auto-formé pour démontrer qu'il excelle plus que les autres candidats dans le domaine. Si demain je voulais postuler à un job de création de contenu pour une marque, ou de développement d'audience, par exemple, je peux vous garantir que le fait d'avoir un podcast à 100 000 écoutes par mois et une communauté de près de 15 000 personnes sur Insta et 4 000 personnes sur YouTube me ferait probablement passer tout en haut de la pile de CV et peu importe mon niveau de diplôme. Parce que ce que j'ai accompli par moi-même me distingue des autres candidats bien plus que le fait que je sois passée par telle ou telle école. Et je crois que les options, en fait, le choix, le fameux choix qui serait plus garanti en ayant un diplôme, pour moi, je crois que le choix, on se le crée non pas tant avec un diplôme qu'avec une motivation sans faille à se créer la trajectoire qu'on a envie de se créer. Un jeune qui arrêterait ses études au bac et qui passerait une année à voyager et par exemple une année aussi à essayer de créer sa chaîne YouTube aurait, à mon sens, beaucoup plus de chances de se faire recruter qu'un jeune qui a fait 5 ans en business school avec un stage communication dans une banque. C'était déjà vrai à mon époque et ça l'est encore plus aujourd'hui, alors imaginez à quel point ce sera vrai demain. Maintenant, est-ce que les diplômes sont encore une bonne garantie financière ? J'entends par là, est-ce que ça protège mieux du non-emploi et est-ce que ça garantit une meilleure trajectoire financière, une meilleure carrière d'un point de vue financier ? Là encore, la réponse n'est pas simple, notamment parce que les études coûtent de plus en plus cher. En 2007, une année en business school coûtait environ 6 000 €. C'est le double aujourd'hui. Évidemment, il y a des business schools qui ont des frais de scolarité encore plus importants, mais j'ai fait une moyenne à peu près. Une business school en France aujourd'hui coûte 12 000 € et je vous assure qu'en 15 ans, ça n'est pas l'inflation qui a fait doubler le coût des études. Si on ajoute aux frais de scolarité les frais du quotidien pour vivre, on peut facilement ajouter 20 à 30 000 € de plus par an. Mais bon, comme tous les jeunes, d'une, ne partent pas de chez eux pour faire des études et d'autres ne font pas nécessairement des études à bac plus 5 en école, en grande école, j'ai décidé, pour le bien de mon épisode et la crédibilité de mes hypothèses, d'imaginer qu'en moyenne, ça coûtait pour un jeune 20 000 € par an de faire des études
supérieures. Et donc 5 ans d'études vont coûter 100 000 euros aux jeunes et à sa famille. 100 000 euros. Imaginez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 100 000 euros. J'ai fait quelques calculs pour vous de rentabilité. J'ai décidé de prendre l'exemple de Chloé, une jeune fille qui fait un bac+5, donc pour 20 000 euros par an. Avec son niveau d'études, j'espère qu'elle va pouvoir prétendre à entrer sur le marché du travail avec un salaire de 3 000 euros par mois qui, hypothèse, serait revalorisé de 4% chaque année. J'ai imaginé qu'elle pouvait épargner 2 fois plus que la moyenne des Français avec son salaire, soit 30% de ses revenus qu'elle va placer à 5% d'intérêt. En comparaison, prenons Justine. Justine, elle a fait un bac+2 seulement et donc j'imagine, en tout cas j'ai projeté que peut-être elle allait sortir de son bac+2 avec une rémunération de 1 700 euros par mois. Qu'on peut imaginer avec une revalorisation annuelle de 2% chaque année. Justine, elle va avoir un petit peu plus de mal à épargner, donc on va la faire épargner comme la moyenne des Français, à peu près à 15%, qu'elle va placer à 5% d'intérêt, elle aussi. Comme Justine, elle est entrée sur le marché du travail 3 ans avant Chloé, elle a une avance considérable financièrement parlant. Tenez-vous bien, Chloé va mettre en réalité plus de 11 ans avant de rattraper le niveau d'épargne de Justine qui est rentrée sur le marché du travail 3 ans auparavant. Si maintenant on la compare à Benjamin, lui, il n'a pas fait d'études supérieures, il gagne donc un SMIC qui est revalorisé 2% chaque année et lui aussi parvient quand même à épargner 15% de ses revenus comme la moyenne des Français. Eh bien, figurez-vous que notre diplômée Chloé bac+5 mettra 19 ans avant de rattraper son avance d'épargne, l'avance de Benjamin en termes d'épargne. 19 ans. Ces chiffres font réfléchir. Non, je pense qu'on fait rarement les calculs. Si vous êtes parents et que vous m'écoutez, j'espère que ces chiffres-là vont vous faire cogiter un petit peu. Si maintenant Benjamin, bac+0, et Justine, bac+2, entrent rapidement sur le marché du travail et qu'en plus, ils décident d'utiliser leur effet de levier pour emprunter à la banque et faire de l'immobilier locatif, et qu'en plus, ils utilisent leur temps libre pour développer un side business, alors là, c'est le jackpot pour Benjamin et Justine. Je vous garantis que tous les deux vont être inarrêtables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé plus tôt que Chloé bac+5. L'entrée tôt sur le marché du travail, combinée à une recherche délibérée de se créer une trajectoire professionnelle dynamique, c'est la combinaison pour s'enrichir. Et enfin, 3e point, reparlons de la garantie sociale offerte par les diplômes. Ce ne serait pas tant les connaissances transmises par les diplômes qui ont une valeur à l'université, mais plutôt les savoirs informels ou les soft skills, la réflexion, la logique, on dit souvent la tête bien faite, mais aussi les codes culturels, sociaux, etc., et le réseau. Les savoirs informels et le réseau. Ce serait la grosse plus-value des diplômes, la garantie sociale offerte par les diplômes, celle qui vous permettrait de dater une autre diplômée et d'épouser un autre diplômé. Là encore, je dis oui et non. D'abord, je crois que la plupart des étudiants qui passent par des études supérieures ont déjà engrangé une bonne partie de ce fameux bagage socio-culturel dont ils auront besoin, non pas juste pour s'insérer sur le marché du travail, mais aussi pour évoluer socialement et professionnellement. Parce que malheureusement, à 18 ans, on a déjà acquis ou non, la grande majorité de ces codes, mais tout se joue bien avant les 18 ans. Pour ce qui est du réseau, là encore, on n'a pas un réseau d'office parce qu'on est étudiant dans une grande école. Et je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais été recrutée par un autre Sciences Po. Et avoir fait Sciences Po ne m'a jamais aidé à décrocher
non, alors, un seul job, je sais pas, parce que je ne sais pas quels étaient les critères de mon recruteur. Peut-être que ça m'a aidé à avoir des jobs, là je ne dis pas le contraire. Mais avoir fait Sciences Po ne m'a jamais aidé à décrocher une seule interview pour ce podcast. Et j'ai fait pratiquement 100 interviews dans ce podcast. Je n'ai jamais mis une seule fois en avant mon diplôme et il y a plein de gens que j'ai reçus sur ce podcast qui n'ont jamais côtoyé de près ou de loin des grandes écoles et encore moins celles que j'ai faites. C'est mon travail et le succès de Richissime qui m'a permis d'accéder à ça et d'avoir des invités de plus en plus publics, remarquables et des personnalités de plus en plus connues qui m'ont permis de décrocher ces interviews. Comme disait Oussama Hamar dans l'épisode 93 que j'ai publié récemment à la rentrée, pour se faire un réseau, il suffit de faire des choses intéressantes. Si tu fais des choses qui ont de la valeur pour les autres, les gens finissent par s'intéresser à toi et voilà comment tu te fais un réseau. Elle est là pour moi, la clé de la richesse. Faire des choses intéressantes, tester, se débrouiller, saisir des opportunités, plus que de faire des études. Alors mon message pour vous, les parents. Encouragez vos jeunes à lancer leur chaîne YouTube, à voyager, à lire des dizaines de livres business, même s'il faut ne faire que ça, à monter leur boîte, à faire des expériences qui leur apprendront ce que 95% des gens n'apprendront jamais. C'est comme ça qu'ils deviendront riches, peu importe le domaine dans lequel ils ont envie de s'illustrer. Ce n'est pas juste une posture de principe, c'est une conviction profonde que j'ai partagée dans cet épisode avec vous. En toute honnêteté, je n'ai absolument pas peur que mon fils Lucas ne fasse pas d'études, rien à foutre. Ni bac, ni même le brevet, je m'en fous complètement, je suis complètement sincère avec vous. Par contre, ce qui m'inquiéterait beaucoup, c'est d'avoir un enfant qui ne se bouge pas pour se créer des opportunités, qui n'est pas curieux du monde et de la façon dont marche le monde, qui embrasserait, à mon sens, un peu trop facilement ce que je vais appeler la moyennitude et qui se contenterait de faire moins que son potentiel. Ça, en tant que maman, ce serait difficile pour moi. Ce que j'ai envie de lui montrer, c'est que tout est possible. Et je veux l'inviter dans cette voie. Et non pas juste en lui disant, mais en lui montrant par ma vie, en lui montrant par l'exemple, que tout est possible, pas juste en lui disant. Les diplômes ne combleront jamais ce que je n'aurais pas réussi à lui transmettre en termes de valeurs, les valeurs qui sont particulièrement importantes pour moi. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous laisse à vos réflexions. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!